Au plus profond des entrailles de l'épave, le plongeur ouvre le conteneur qu'il cherchait. 402 barils de produits chimiques toxiques flottent de façon inquiétante dans l'eau sombre. Le ferry Lilac a été construit en 1984 par une grande entreprise japonaise de construction navale pour naviguer dans les eaux japonaises. De 1984 à 1990, il transportait jusqu'à 554 passagers et 152 remorques à travers la mer agitée du Japon. Le navire mesurait 193 mètres de long, 28 mètres de large et 14 mètres de profondeur. Pendant son service au Japon, il a subi un entretien régulier et des améliorations mineures pour rester opérationnel et conforme aux normes maritimes en évolution. En février 1990, son propriétaire a commandé le premier léger réaménagement du ferry Lilac. Ils ont ajouté 23 cabines de première classe supplémentaires, un solarium, une piscine extérieure sur le pont inférieur, des couloirs avec vue sur la mer et les espaces communs ont été agrandis et améliorés. Pendant que le ferry Lilac était en service au Japon, une entreprise appelée Sulpicio Lines a fait la une de l'industrie maritime philippine à cause d'une série de catastrophes maritimes. En 1987, le Doña Paz a percuté le pétrolier Vector. J'ai fait une vidéo sur cette catastrophe ayant causé 4300 morts, que je mettrai en lien. Un an après, le Doña Marilyn a sombré lors du typhon Ungsang, causant 389 morts. En 1998, le navire à moteur Princesse de l'Orient a chaviré pendant le typhon Vicky, entraînant la mort de 150 personnes sur les 388 à bord. Ces tragédies répétées ont révélé les défaillances opérationnelles de Sulpicio, telles qu'un mauvais entretien, une sécurité insuffisante et des décisions risquées prises par mauvais temps. Sulpicio Lines a subi un examen accru du public et des régulateurs et a tenté de regagner la confiance en renforçant la sécurité. En 2004, Sulpicio Lines a acheté le ferry Lilac et l'a renommé navire à moteur Princesse des Étoiles, l'un des plus grands ferries de passagers des Philippines. La compagnie a réaménagé le navire pour augmenter la capacité de passagers de 554 à 1992 et 160 remorques. Elle a converti des zones Dolky Zone de la cale à marchandises bois en cabine, sièges et salons pour passagers. Les zones de chargement ont été réaménagées pour accueillir plus de remorques, avec des systèmes de fixation et rampes améliorés. L'intérieur a été modernisé avec des cabines climatisées, une restauration améliorée et de meilleurs sièges. Un équipement de navigation sophistiqué a été installé pour renforcer la sécurité. La Princesse des Étoiles effectue désormais des itinéraires plus courts qu'auparavant au Japon. C'est devenu le navire amiral de Sulpicio Lines et un symbole d'amélioration du service et de la sécurité après les tragédies passées. Sa nouvelle liaison régulière en tant que ferry Ropax était Manille-Cebu et vice-versa. Un navire Ropax est un type de navire qui combine les caractéristiques d'un navire roulier où les véhicules montent et descendent du navire via des rampes et d'un ferry à passagers. Je pense que les modifications du navire visent de plus à accroître le nombre de passagers et la rentabilité qu'à améliorer la sécurité. À 16h45 le 20 juin 2000, le service météorologique prévoit que le typhon Frank va se former dans les mers orientales et qu'il pourrait s'intensifier en se dirigeant vers le centre des Philippines. La trajectoire du typhon Frank devrait suivre une direction nord-ouest, touchant uniquement les régions de Samar et de Baicol. La Princesse des Étoiles est amarrée au quai 12 du port de Manille lorsqu'elle reçoit un signal d'alerte cyclonique numéro 1 pour sa route de Manille à Cebu. Un signal d'alerte cyclonique numéro 1 signifie que des vents entre 21 et 33 nœuds sont attendus dans les prochaines 36 heures. Cela est considéré comme des vents forts, mais les impacts sont généralement minimes à mineurs et la zone dispose d'au moins 36 heures pour se préparer avant l'arrivée de ces vents. Delmont Philippines est un grand exportateur de produits alimentaires et boissons. Il y a une cargaison de pesticides à bord d'un autre navire de Sulpicio Lines, le Princess of Paradise. Delmont pense que les gardes-côtes philippins arrêteront le voyage du Paradise le lendemain à cause du typhon. Mais ces pesticides sont essentiels pour les plantations de fruits de Delmont, et tout retard dans la livraison serait coûteux. Ils organisent pour le chargement d'un conteneur de 40 pieds et d'un conteneur de 10 pieds sur le Princess of the Star avant son départ plus tard dans la nuit pour Cebu.
Le conteneur de 40 pieds contient 10 tonnes d'endosulfan, un pesticide hautement toxique qui est strictement réglementé aux Philippines et interdit dans de nombreux pays. Le conteneur de 10 pieds contient 500 kg de carbofurane, 390 kg de probanab, 150 litres de méthamidophos et 17,5 kg de niclosamide. Ces pesticides sont étiquetés selon le Code maritime international des marchandises dangereuses 6 ou marchandises dangereuses 6, qui est une catégorie réservée aux substances toxiques. Le transport de pesticides marchandises dangereuses 6 n'est pas autorisé sur les ferries de passagers. Mais International Container Terminal Services, qui est l'opérateur du terminal au port de Manille, approuve et reçoit les 2 conteneurs étiquetés marchandises dangereuses 6 et les charges à bord du Princess of the Stars. Le capitaine Florencio Maramon consulte Sulpicio Lines et décide d'effectuer le voyage malgré la météo. Il pense que la taille et la modernité du navire suffisent face à la tempête. En pratique maritime, les grands navires comme la Princesse des Étoiles évitent généralement les zones les plus dangereuses des typhons. Le 20 juin 2000, 8 à 20h04, le navire quitte le port de Manille à destination de Cebu. Le navire compte 870 personnes à bord. Le manifeste de Sulpicio indique 111 membres d'équipage et 755 passagers, mais certains enfants et nourrissons ne sont pas enregistrés, donc le nombre exact n'est pas clair. Le typhon Frank change de trajectoire de façon inattendue pendant la nuit. La trajectoire du typhon, d'abord nord-ouest, s'oriente désormais vers l'ouest, allant directement vers Manille, Mindoro et Cebuán. Les alertes au typhon passent du signal 1 au signal 3 avec des vents de 65 à 92 nœuds. À 23h30, la garde côtière philippine fait une annonce importante et émet une directive stricte ordonnant à tous les navires de rester au port et de ne pas prendre la mer. Si un navire a déjà quitté le port, la directive conseille que le navire cherche immédiatement refuge dans le port sûr le plus proche. Princesse des Étoiles navigue près de Corregidor à Bataan. Les avertissements arrivent trop tard pour le ferry, qui est déjà bien pris dans l'emprise du typhon. Le ciel s'assombrit, les vents se lèvent et les vagues deviennent plus grandes. À 5h du matin, le 21 juin, le typhon Frank atteint sa force maximale. Le service météorologique annonce que plusieurs régions, dont Manille, Mindoro et l'île de Cebu, subissent désormais le signal 3 et que l'impact du typhon est sévère. À 6h30, le quai 12 du port de Manille informe la Princesse des Étoiles de ne pas poursuivre son voyage et de chercher un abri à la place. Comme la trajectoire ouest du typhon est évidente, le capitaine décide de modifier le plan de navigation du navire, mais les moteurs du navire tombent soudainement en panne et les ingénieurs n'arrivent pas à relancer le moteur principal du navire. Sans la puissance du moteur, le capitaine ne peut pas diriger le navire et il est impossible d'éviter les énormes vagues et les vents violents de la tempête. La Princesse des Étoiles est immobilisée, dérivant près de l'île de Cebuán dans la province de Romblon. À 11h30, le navire informe leur bureau principal à Manille de leurs problèmes moteurs et de la météo. Quelques minutes plus tard, la communication entre le navire et le bureau de Manille est perdue. Le bureau de Sulpicio Line à Manille sollicite l'aide d'autres navires commerciaux proches du Princess of the Stars. Personne ne répond. De retour à bord, l'équipage distribue des gilets de sauvetage. À 11h45, le capitaine Marimon ordonne d'abandonner le navire. Quelques minutes plus tard, l'équipage entend un bruit très fort venant du dessous du pont. Le navire commence à gîter à midi. Plusieurs membres d'équipage et passagers sautent dans l'eau, la plupart sans gilet de sauvetage. Certaines personnes parviennent à monter sur des radeaux de sauvetage, mais l'équipage du navire est plus préoccupé par sa propre survie que par l'aide aux passagers. À 12h30, l'équipage envoie un signal de détresse signalant que le navire est en difficulté. Ce signal de détresse est la dernière communication du navire. Quelques instants plus tard, le navire commence à pencher et à chavirer. À 13h, le ferry se retourne. À 12h30, les gardes-côtes philippins reçoivent un appel de détresse et lancent rapidement le sauvetage. Les pêcheurs locaux et la marine philippine se joignent aux efforts. Mais les conditions météo extrêmes rendent la mission trop dangereuse et les gardes-côtes abandonnent le sauvetage. Le 22 juin à 14h00, les équipes de recherche et de sauvetage se réunissent. Des bateaux et des hélicoptères ratissent la zone près de l'île de Cebuán. Des débris du ferry sont éparpillés sur l'eau et bientôt les corps des passagers sont retrouvés flottants.
Un hors-bord envoyé par Maya de San Fernando est le premier à arriver sur les lieux. Le Princess of the Stars est partiellement submergé. Seule la pointe de son bulbe d'étrave émerge. Le navire se trouve à environ 1,6 mille nautiques au large de l'île de Sebuyan, dans une eau de 40 mètres de profondeur. Le hors-bord contacte la garde côtière par radio pour signaler que le navire repose partiellement sur le fond marin, incliné sur son côté bâbord. Seuls 5 à 10 mètres de la proue sont encore au-dessus de la surface. La coque a un trou correspondant au propulseur d'étrave du navire. Les survivants s'accrochent à des débris flottants, mais leur nombre est tragiquement faible. Sur les 870 personnes à bord, seulement 32 sont retrouvées vivantes autour du navire. Les navires de la garde côtière et de la marine arrivent. Des plongeurs sont envoyés dans l'épave pour récupérer les corps. La tâche est sombre et les familles attendent anxieusement des nouvelles dans les bureaux de Sulpicio Lins à Manille et à Cebu. Les familles des victimes accusent la garde côtière philippine et Sulpicio Lines de négligence et de mauvaise communication, tandis que Sulpicio Lines affirme qu'aucun avertissement n'a été émis contre le voyage. Le 23 juin, la marine philippine et la garde côtière retrouvent 40 survivants et récupèrent 39 corps sur l'île de Burias à Musbaï. Mais certains survivants proviennent en réalité du navire à moteur Lac Pau'i, un cargo transportant 5000 tonnes de charbon de Semarara, dans l'Antique, vers la ville de Toledo à Cebu, qui a également coulé lors du typhon. Le 24 juin 2008, la garde côtière annonce avoir retrouvé 115 personnes. 48 survivants, 67 morts confirmés et 755 toujours portés disparus. Les plongeurs de la marine entrent dans la coque retournée du ferry, mais ils ne trouvent pas plus de survivants. À l'intérieur du navire, ils découvrent 15 corps dans la salle à manger et 2 sur la passerelle. L'intérieur est tellement sombre et rempli de limon que les plongeurs ne peuvent pas déterminer si quelqu'un est encore piégé à l'intérieur du ferry. Un hélicoptère de la marine américaine du navire Stockholm repère 12 autres corps flottants près de l'île de Masbate, mais ils ne sont pas sûrs s'ils proviennent du Princess of the Stars ou du navire cargo. Les opérations de recherche et de récupération se poursuivent pendant plusieurs jours. Le 27 juin, 6 jours après l'accident, les efforts de récupération s'arrêtent lorsque l'équipe de sauvetage apprend qu'il y a plus de 10 tonnes de pesticides à bord du Princess of the Stars. L'endosulfane est un insecticide neurotoxique et il est extrêmement toxique. Sa présence soulève des inquiétudes pour la sécurité des plongeurs et transforme l'épave en une potentielle catastrophe environnementale. Si le produit chimique s'échappe du conteneur, il pourrait empoisonner les eaux autour de l'île de Séboyan, représentant une menace grave pour la vie marine et les communautés de pêcheurs locales qui dépendent de la mer pour leur subsistance. En plus de ces pesticides, il y a 200 000 litres de fioul de soude du navire. Sulpicio Lins blâme Delmont, affirmant qu'ils n'ont pas informé Sulpicio que la cargaison était dangereuse. Delmont le nie, ce qui déclenche un litige juridique concernant l'endosulfan à bord. Mais Delmont prouve que la cargaison était clairement étiquetée toxique selon la réglementation maritime. Ainsi, Sulpicio Lines est officiellement tenu responsable du nettoyage de l'épave dans les conteneurs. Le gouvernement philippin demande l'aide des Nations Unies, qui propose d'aider avec les pesticides à bord du navire. Du 9 au 14 juillet, l'équipe Union européenne Organisation des Nations Unies, le chimiste maritime, le centre de surveillance et d'information et le toxicologue arrivent à Manille. Le 15 juillet 2008, les gardes-côtes philippins survolent le site de l'épave pour rechercher des traces d'huile, mais ils n'en trouvent pas. En raison de la solubilité et de la toxicité de l'endosulfan, les autorités instaurent une zone d'exclusion de 5 km autour de l'épave, interdisant temporairement la pêche et l'accès aux pêcheurs et habitants. L'équipe analyse l'eau et la vie marine pour identifier les polluants et évaluer l'impact environnemental. Ils prélèvent des échantillons d'eau de mer une fois par jour à 4 points cardinaux, à 20 mètres de l'épave et à une profondeur constante de 33 mètres, ainsi qu'un échantillon témoin à un endroit prédéterminé en pleine mer. L'équipe ne trouve aucune trace de toxines dans l'eau, mais il y a une fuite de gazole marin provenant du navire. Ce type de gazole n'est pas persistant, ce qui signifie que s'il est déversé en mer, il finira par s'évaporer et se disperser. Cependant, le gazole peut abîmer le tissu et les joints des combinaisons étanches des plongeurs lors du sauvetage. Sulpicio Lins fait appel à Titan Salvage pour enlever les 2 conteneurs et le carburant du navire.
Titan Salvage engage une équipe d'experts d'une société américaine de plongée spécialisée dans les opérations de plongée dangereuses, Global Diving and Salvage, une société basée à Guam spécialisée dans la gestion des produits chimiques dangereux, South Pacific Environmental, ainsi qu'une société philippine de remorquage et de sauvetage, Arbor Star. L'équipe de sauvetage prépare un plan précis pour éviter la pollution et garantir la sécurité des travailleurs. Le 24 septembre, ils commencent les opérations pour récupérer l'endosulfan. Les experts en sauvetage construisent une plateforme flottante près de l'épave pour servir de zone de préparation aux opérations. Des plongeurs et des véhicules télécommandés inspectent le navire pour repérer les conteneurs de 40 et 10 pieds de fond. Ils emploient des sonars, caméras sous-marines et outils de cartographie pour évaluer l'épave et repérer les accès au pont D. L'orientation et la profondeur du navire dans le courant fort créent une visibilité quasi nulle et la structure instable du navire retourné signifie qu'il pourrait encore bouger, ce qui met la vie des plongeurs en danger. Les plongeurs utilisent des outils de découpe hydraulique et des chalumeaux de soudage sous-marin pour créer des points d'entrée sûrs de 2 par 2,5 mètres dans le navire. Après quelques jours, l'équipe trouve le conteneur de 40 pieds, contenant l'endosulfan à environ 26 mètres de profondeur, près de l'arrière du pont D. Les plongeurs confirment que le conteneur est intact mais coincé à l'intérieur de la cale à marchandises. Ils ouvrent le conteneur pour vérifier les fûts d'endosulfan. Il y a 402 fûts d'endosulfan, chacun pesant 25 kg. Ils scellent les couvercles des fûts avec des patchs en résine époxy ou des enveloppes spécialisées pour éviter toute fuite, puis extraient soigneusement les fûts en surveillant constamment tout signe de fuite. Les plongeurs fixent sur les fûts à un sac de levage qui les fait remonter le long d'une ligne de guidage, puis ils sont hissés sur la barge de récupération. Le 5 octobre, le conteneur de 40 pieds est vide. Les fûts d'endosulfan sont transportés dans une installation contrôlée et détruits. Le 6 octobre, près de 4 mois après l'accident, l'équipe de sauvetage commence à retirer la cargaison dangereuse restante du conteneur de 10 pieds qui se trouve à environ 11 mètres sous l'eau, près du centre du pont D. Le conteneur, stabilisé par des équipements de levage, voit son contenu extrait avec soin par les plongeurs. Le 11 octobre, toutes les matières dangereuses du conteneur de 10 pieds sont retirées et détruites, et le gouvernement lève l'interdiction de pêche. Le lendemain, les plongeurs évaluent tout l'emplacement des réservoirs de carburant et la méthode d'extraction du gasoil. Quelques jours plus tard, des équipes installent des barrages flottants de confinement à la surface autour du site d'extraction du carburant afin d'empêcher toute fuite potentielle de se propager. Les plongeurs percent la coque pour passer leurs tuyaux et raccorder les réservoirs de carburant. Ils transfèrent le carburant grâce à des pompes submersibles vers un réservoir de confinement sur une barge distincte. Le 17 octobre, l'équipe extrait les derniers 200 000 litres de fioul lourd, achevant l'opération sans aucun déversement de pétrole ou de produits chimiques. Du 27 octobre au 10 novembre 2008, les plongeurs du sauvetage et de la garde côtière récupèrent les restes de 199 personnes sur les ponts A, B et C. Mais il est trop dangereux de fouiller la salle des machines et d'autres parties du navire. Les restes des passagers sont entreposés sur le navire à moteur Tacloban Princess. Après 4 mois sous l'eau, beaucoup des corps récupérés ont des membres détachés, des têtes manquantes et la chair désintégrée. Au cours des 2 années suivantes, l'équipe de récupération a découpé l'épave en sections maniables. Ils emploient remorqueurs, grutes flottantes et treuils pour déplacer les sections de l'épave vers des eaux peu profondes, à 350 mètres du rivage et 24 mètres de profondeur. Grâce à un meilleur accès, 47 ensembles de restes humains supplémentaires sont récupérés et remis au Bureau national d'enquête et au bureau du procureur public pour analyse médico-légale. Ils enlèvent les débris de l'épave sur le fond marin avec des dragues, navires de sauvetage, barges et outils de découpe. Seules 56 personnes sur les 870 à bord du Princess of the Stars ont survécu. Environ 350 corps ont été retrouvés et 464 restent portés disparus. Le sauvetage a coûté environ 7,55 millions de dollars à Sulpicio Lines. La Cour suprême des États-Unis a ordonné à la compagnie de verser des dommages-intérêts aux familles des victimes, soit environ 4 500 $ chacune et 7 000 $ aux survivants, pour un total de 2,2 millions de dollars.
Le bureau d'enquête maritime a également jugé Sulpicio Lines et son défunt capitaine responsable et a recommandé la suspension de la licence de Sulpicio. En 2009, Sulpicio Lines a changé de nom pour devenir Philippine Span Asia Carrier Corporation et s'est entièrement tourné vers le transport de marchandises. Si vous souhaitez écouter ou regarder ces vidéos sur Spotify, je laisserai un lien ci-dessous.